De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je viens de recevoir un message très intéressant d'une personne avec qui je communique fréquemment. C'était un courriel. Donc, dans un courriel, on ne connaît pas le ton que la personne veut utiliser. Voici comment moi j'ai lu le message. Cette personne me disait: Je viens de faire l'expérience de ma première journée complète sans douleur, sans symptômes. Là, dans mon fort intérieur, je me suis dit: Waouh, quelle bonne nouvelle! C'est fantastique! Elle poursuivait, mais le lendemain, les symptômes sont revenus. Je me disais: C'est pas grave, c'est normal. Et je lui ai dit je l'ai félicité pour commencer, et je lui ai dit qu'il fallait célébrer cette victoire. Très important dans le processus de célébrer nos victoires, qu'elles soient grandes, moyennes, même petites, surtout petites. C'est ça le processus, c'est une accumulation de petites victoires et il faut apprendre à les célébrer. Donc, célébrons. Elle m'a répondu: Ah, c'est intéressant, tu vois, moi je ne voyais pas ça comme une victoire, je voyais ça plutôt comme une défaite. Donc voici le ton qu'elle voulait utiliser probablement. Ah, j'ai fait l'expérience d'une journée complète sans symptômes, mais ils sont revenus le lendemain. Pom, pom, pom. Ça, c'est parce qu'elle manque d'entraînement, justement. Et moi, je me suis beaucoup entraîné à voir les victoires et à les célébrer. Journée complète sans symptômes. Génial! Le fait que les symptômes sont revenus, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas encore entendu d'histoire de succès où quelqu'un a dit: Je me suis réveillé un matin, il n'y avait plus de symptômes, les symptômes étaient disparus et ne sont plus jamais revenus. Si vous avez été exposé à cette histoire de succès, s'il vous plaît, envoyez-la moi, je ne la connais pas encore. La plupart des gens nous disent que ce n'est pas comme ça que les symptômes s'en vont. Certains nous disent que les symptômes s'en vont tellement lentement, tellement progressivement, qu'ils s'en rendent à peine compte. C'est comme la grenouille qui bouille. On met une grenouille dans l'eau, on monte la température tellement graduellement qu'elle ne s'en rend pas compte. C'est ça, les symptômes baissent tellement lentement. Il n'y a pas de moment dramatique où les symptômes s'en vont. Et là, on est rempli d'espoir. Et là, ils reviennent et on sombre dans le désespoir. C'est une montagne russe de sensations et d'émotions. Donc, ça baisse tellement graduellement, tellement peu dramatiquement qu'ils s'en rendent à peine compte. Il y a des gens comme ça. Ça ne semble pas être la majorité. La majorité des gens ont la même expérience que moi, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'espace entre les symptômes. On fait l'expérience d'une journée complète sans symptômes. Wow! Et là, ils reviennent, et c'est pas grave, c'est normal. Mais ces épisodes de symptômes deviennent de moins en moins fréquents, et lorsqu'ils adviennent, durent de moins en moins longtemps. Il y a de plus en plus d'espace entre les symptômes. Mais dans les deux cas, ce que les gens nous disent, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ceux pour qui les symptômes disparaissent plusieurs jours à la fois nous disent, après 2, 3, des fois même 4 jours, j'ai réalisé: Oh mon Dieu, ça fait quelques jours que je n'ai pas eu de symptômes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils ont arrêté de vérifier. Ça leur a pris des jours à réaliser qu'ils n'avaient pas de symptômes parce qu'ils ont arrêté de focusser là-dessus. Donc, dans les deux cas, les gens, on entend ça constamment, ne s'en rendent pas compte parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils arrêtent de focusser là-dessus. Et ils apprennent à voir les victoires et à les célébrer. Et les victoires, de plus en plus, deviennent autre chose que ne pas avoir de symptômes. On change de focus, nos victoires deviennent d'autres choses, dans d'autres domaines. Ce qui nous permet d'avoir des longs moments où on focus sur quelque chose d'autre. Et là, des fois, on a des vieux réflexes qui reviennent. On vérifie. Ah, wow! Ça fait 2 jours. Ah, ça fait 3 jours que j'ai pas eu de symptômes. Fantastique. Et là, on célèbre. Wow! Et donc, je lui ai dit ça et
nous avons célébré. Elle dit, tu as raison, je vois que c'est une victoire. Je manque d'entraînement. Et ça prend du temps. C'est ça. Mais oui, célébrons. Journée complète sans symptômes. Wow, il va y en avoir de plus en plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas un problème si les symptômes reviennent. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas une défaite. Ça fait partie du processus. Donc, cette femme m'a interpellé parce qu'elle avait vu mon histoire de succès avec Jim Prusak, où je parlais abondamment de la honte. Jim m'a remercié de parler autant de la honte. Il dit, on dirait que personne en parle, peu de gens en parlent. Et moi, j'ai réalisé que c'était central dans le développement de mes symptômes neuroplastiques, psychosomatiques. Et je réalise que ce n'est pas central dans la majorité des cas, c'est central dans beaucoup de cas de symptômes. La honte. C'est pour ça qu'elle m'a interpellé, parce que ça fait longtemps que j'en parle, que peu de gens en parlent autant. Cette personne a le syndrome de la bouche brûlante. Burning Mouth Syndrome. Donc, je vais lire un extrait ici du livre From Paralysis to Fatigue, A History of Psychosomatic Illness in the Modern Era de Edward Shorter. La douleur chronique faciale a pris une importance inconnue il y a 50 ans. Ceci n'est pas la douleur aiguë d'un mal de dents, mais bien une sensation décrite comme sourde, profonde et intense, parfois même insoutenable. C'est souvent une sensation, on dirait que la bouche est en feu. Elle se nomme souvent syndrome de la bouche brûlante. Cette douleur persistante et non organique n'était pas connue par les docteurs au tournant du siècle. Très important, on va focuser là-dessus dans cette vidéo. Cette douleur persistante et non organique n'était pas connue par les docteurs au tournant du siècle. Peut-être que dû à l'augmentation des visites chez les dentistes après la fin de la Première Guerre mondiale, les patients ont commencé à se plaindre de douleurs insoutenables à la suite de procédures mineures et aussi à la suite de traumas. Après les années 1950, ces rapports ont commencé à grimper. Stanley Less, un neurologue de New York, décrit 18 patients de ce genre qu'il a vus entre 1951 et 1956. Une patiente, une femme de 37 ans, était obsédée par l'idée que toutes ses dents étaient en train de mourir. Elle a finalement trouvé un dentiste qui a bien voulu les lui arracher. Une autre femme a eu au moins 24 dentistes différents en une période de 2 ans. Elle a eu chaque dent taillée et couronnée. Tous ces 24 patients étaient obsédés par leur douleur et allaient de dentiste en dentiste ou de docteur en docteur, opposant l'opinion de l'un à l'opinion de l'autre. Un chirurgien dentaire anglais décrit en 1969 une série de 100 patients avec des douleurs faciales mal définies pour lesquelles aucune cause organique ne pouvait être trouvée. Environ la moitié d'entre eux, beaucoup de femmes au début de la quarantaine, ont finalement été définies comme des somatiseuses de douleurs faciales atypiques. Et là, il nous donne d'autres cas. Les douleurs au visage et à la bouche sont souvent mentionnées là où la douleur chronique est traitée. En 1980, dans une clinique de médecine psychosomatique, Madame A, une femme de 38 ans dont le père était dentiste, intéressant, a souffert d'une douleur spontanée à la mâchoire. La douleur était sévère au point qu'elle n'a pas pu travailler pendant 2 ans. Cette douleur est apparue juste après un divorce. Intéressant. Mais un autre mariage ne l'a pas soulagée. Madame a eu beaucoup d'autres procédures sans succès. C'était même devenu pire après une chirurgie. Une femme tendue et en colère qui voulait une explication et une solution médicale à ses problèmes. Madame A n'a pas été aidée par un séjour de 6 semaines à la clinique. Les problèmes de Madame B, 42 ans, ont commencé 6 mois auparavant quand une chirurgie dentaire a mené à un abcès. Même si l'abcès a été drainé,
Elle a développé une douleur chronique à la gencive du haut et se plaint maintenant d'une bouche brûlante. 3 mois auparavant, la sévérité de la douleur l'avait forcée à quitter son travail. Après un séjour de 2 mois en clinique, même si la douleur était encore présente, elle se sentait 1000% mieux. 1000 fois mieux. Au cours d'une période de 2 ans, incluant plusieurs admissions, il y a eu 5 patients avec ce syndrome de bouche brûlante et douleur faciale atypique, une condition fréquente de la vie moderne en fin de 20e siècle. Donc la thèse de Edward Shorter, c'est que le subconscient essaie de créer des symptômes qui sont acceptables socialement. C'est pour ça que son livre s'intitule « De la paralysie à la fatigue ». Au 19e siècle, par exemple, les jeunes femmes présentaient des symptômes qu'on qualifiait d'hystérie et parfois elles étaient paralysées. On pourrait dire qu'elles se sentaient paralysées symboliquement. Ça apparaissait souvent à l'âge où elles n'étaient plus des jeunes filles, mais elles n'étaient pas encore mariées. Elles attendaient comme ça qu'on leur trouve un mari, se sentaient paralysées dans leur vie symboliquement et elles devenaient littéralement paralysées. Si vous avez déjà vu des films de cette époque, parfois aussi elles s'évanouissaient de façon tout à fait théâtrale. Et là peut-être qu'on amenait les sels. Hein? Bring the smelling salts. Et à cette époque, c'était tout à fait acceptable comme façon d'exprimer sa détresse, son mal-être. Réfléchissez à ce mot, acceptable socialement. Elle n'était pas ridiculisée, c'était pris au sérieux. Le subconscient veut être pris au sérieux. Mais de nos jours, si vous présentez ces symptômes, vous n'allez pas être pris au sérieux. Si vous faites une crise d'hystérie, vous allez être ridiculisé dans un sens et le subconscient n'aime pas ça. Et c'est toujours de présenter des symptômes acceptables socialement. Et donc, il y a des espèces de modes de symptômes qui se créent et le syndrome de la bouche brûlante en est un. On ne peut plus dire « Ah, je suis paralysé des jambes. Ah, je vais m'évanouir. » Donc maintenant, on a mal à la bouche. Probablement parce qu'on va, selon lui, au dentiste de plus en plus. Et là, tout comme dans l'exemple que j'ai donné, cette femme est devenue obsédée par des visites au dentiste et au denturologue. En haut, elle a un dentier. En bas, elle doit se faire des travaux sur ses vraies dents naturelles. Et là, elle allait de dentiste en dentiste, de denturologue en denturologue. Elle est devenue obsédée par ses dents, devenue obsédée par sa bouche. Probablement, c'est ça qu'on explore pour ne pas sentir d'autres choses. C'est une tactique de diversion. Donc, c'est un livre très intéressant et ça va être le thème central de cette vidéo. Présenter pas seulement des symptômes, mais des émotions acceptables socialement. Et donc, nous allons explorer le phénomène de la conversion. Pas seulement de la conversion de conflits psychiques en symptômes psychosomatiques, mais de la conversion de certaines émotions non acceptables dans notre famille, dans un certain système, en d'autres émotions plus acceptables. Et en symptômes, évidemment, toujours les symptômes, mais je n'ai jamais mis d'emphase sur les émotions. Donc, on va le faire dans cette vidéo, en poursuivant la lecture d'un extrait du livre de Edward Shorter qui m'a fait penser à une autre personne avec qui je communique. Certains patients croient avoir de la fatigue chronique et des allergies alimentaires multiples. Ils empilent les syndromes, les uns par-dessus les autres. Une disait « J'ai le syndrome de la fatigue chronique ». Donc ça, c'est peut-être une femme qui, au 19e siècle, aurait développé de la paralysie, aurait eu une crise d'hystérie. Ce n'est plus acceptable socialement. Ah, il faut que j'exprime ma détresse, il faut que j'exprime mon mal-être,
Fatigue chronique. C'est populaire, c'est dans les médias. Le docteur ne va pas rire de vous si vous vous présentez avec ces symptômes. J'ai le syndrome de la fatigue chronique et récemment, on m'a dit que j'avais une candidose, une infection de candida et j'ai reçu une diète spéciale. J'allais la commencer, mais ensuite je me suis dit, qu'arrivera-t-il si je suis allergique aux aliments de la diète candida? J'ai déjà été là. D'autres croient avoir la fatigue chronique, le syndrome de l'articulation temporomandibulaire, la maladie de Lyme. Une croyait avoir été empoisonnée par le mercure dans ses plombages. Une autre personne avec qui je communique a déjà voulu se faire enlever les plombages. Et là, c'est son copain qui lui a dit « Wow, non, stop, on n'enlève pas les plombages, ça va trop loin. » Le ramener à la raison. Et on va explorer ce mécanisme-là. C'est très important selon Edward Shorter. Croyait avoir été empoisonnée par le mercure dans ses plombages. Elle ne s'est pas sentie mieux, par contre, après les avoir tous retirés. Ce n'est pas surprenant. Quoique, ça aurait pu créer un effet placebo. Il explore beaucoup ça dans le livre, mais ça ne règle pas le problème sous-jacent et donc, il se serait manifesté dans un autre symptôme. Plus tard, éventuellement. Mais dans son cas, non, elle ne s'est pas sentie mieux après avoir tout retiré ses plombages. Une étude a démontré à quel point les maladies à la mode s'entrecroisent les unes les autres. On a demandé à des patients avec des hypersensibilités environnementales, une condition étroitement reliée à la fatigue chronique, quelles autres conditions ils croyaient avoir. 90% d'entre eux croyaient souffrir d'au moins une autre condition popularisée par les médias, incluant le virus d'Epstein-Barr, les allergies alimentaires, la candidose, l'hypersensibilité et la fibromyalgie. Ça, c'était mon diagnostic. Plus de 10% des patients rapportaient 8 maladies populaires ou plus. En 1985, lorsque l'étude a commencé, les patients attribuaient leurs problèmes à la sensibilité environnementale. En 1986, plusieurs avaient pivoté vers Candida albicans. Moi aussi, j'ai déjà pensé que Candida était un bon candidat pour expliquer mes mots. Petit jeu de mots ici. J'ai fait tout ça, des procédures pour le candidat. C'était un de mes cul-de-sac, un de mes multiples cul-de-sac que j'ai rencontrés durant mon processus. Candidat! Comme cause principale. Et en 1987, le virus Epstein-Barr est devenu particulièrement populaire. La plupart des patients étaient sur l'invalidité. Moi, j'ai déjà été là-dessus. Aucun n'espérait retourner à leur travail. 88% étaient des femmes. Les auteurs ont conclu que ces patients sont à haut risque d'acquérir des diagnostics popularisés par les médias. Lui, ce qu'il nous dit, Edward Shorter, c'est qu'à certaines époques, comme au 19e siècle, si on reste avec les jeunes femmes, ont trop d'impositions familiales. C'est trop lourd. On est à un extrême du continuum du spectre. Trop d'invasions dans leur vie. Pour moi, symbolisé parfaitement par le corset. C'est de l'oppression, carrément, physique, sur notre corps. Donc, trop d'implications. Les jeunes femmes qui attendent que la famille décide avec qui elles peuvent se marier. Mais là, lui, ce qu'il dit, c'est que de nos jours, maintenant, c'est le contraire, c'est que les gens sont trop isolés et n'ont plus le feedback utile de la famille, comme cette personne a eu avec son copain pour dire « Wow, ça n'a pas de bon sens, là. On ne va pas se faire enlever les plombages parce qu'on a des céphalées de tension. » Très important d'avoir un feedback utile de notre communauté parce que c'est comme ça que les symptômes se créent dans un sens, mais c'est ça aussi qui va nous aider à sortir des symptômes, avec des gens qui peuvent nous ramener à la raison. Donc c'est ça la thèse de Edward Shorter, que c'est une conversation entre les médias, les docteurs. Les docteurs nous disent ce qui est acceptable, et là nous on présente des symptômes acceptables médicalement pour exprimer notre détresse, pour exprimer notre mal-être, parce que le subconscient veut être pris au sérieux. Donc c'est très intéressant.
j'ai commencé à lire un livre sur la honte, pour le lire en parallèle avec cette dame qui a le syndrome de la bouche brûlante. Et là, je suis tombé sur un extrait dans ce livre de John Bradshaw, S'affranchir de la honte, qui me faisait penser à quelque chose que cette autre personne qui voulait se faire enlever les plombages m'avait dit. Lorsqu'elle entre dans un conflit, que ce soit avec son père, par exemple, ou son copain, justement, elle se met à pleurer. Et là, le père dit, ou le copain, « Ah, on s'est bien avec toi. À chaque fois qu'il y a un conflit, tu te mets à pleurer comme ça et on ne peut plus continuer à discuter. » Là, peut-être que les gens commencent à consoler. Donc, explorons ce mécanisme dans le livre de John Bradshaw, S'affranchir de la honte. Nous allons parler de la conversion des émotions. Le racket des émotions. J'ai déjà expliqué comment dans le processus d'intériorisation de la honte, la personne rejette certaines parties vitales de sa réalité humaine. Comment les parties du vécu subjectif ainsi dissociées, les émotions, les besoins et les pulsions, cherchent impérieusement à s'exprimer et se comportent comme des chiens affamés emprisonnés dans une cave. Il faut donc trouver des moyens de les apaiser. La conversion des sentiments est un de ces moyens, car elle permet de transformer ce qui est interdit ou humiliant en quelque chose de plus acceptable ou de plus supportable. Nous avons vu comment la conversion peut intervenir dans les émotions de nature sexuelle, mais bien d'autres émotions peuvent également servir à remplacer celles que la honte inhibe. La colère, notamment, est souvent bloquée au niveau conscient et convertie en d'autres émotions plus supportables. Le chagrin ou la culpabilité, par exemple. Des émotions qui sont plus facilement admises dans la famille. Ainsi, la personne en butte à la colère n'en éprouvera plus après l'avoir convertie et ressentira à la place l'émotion acceptable dans notre système familial, social. Et là, il va nous donner un exemple. Considérons l'exemple suivant. Le petit Daniel, 3 ans, est furieux contre sa mère, qui ne veut plus l'emmener chez le marchand de crème glacée, alors qu'elle le lui avait promis. Fulminant, Daniel lui lance qu'il la déteste. « Je te déteste !» Ce qui est interdit aux enfants de 3 ans. Or, cette maman, qui est une personne codépendante et pétrie de honte, est terrifiée par la colère, qu'il s'agisse de la sienne ou celle d'autrui. En fait, la colère de Daniel ravive sa propre colère à l'égard de ses parents. Mais étant donné qu'à l'intérieur d'elle-même, la colère est intimement liée à la culpabilité et à la honte, elle va bloquer la honte qu'elle éprouve à la place de la colère en culpabilisant et en humiliant son fils. Elle lui explique donc à quel point cela lui fait du chagrin quand il est fâché contre elle. Elle se met à pleurer puisque dans son enfance, elle a appris à convertir sa colère en tristesse. Cette substitution des larmes à la colère constitue un racket féminin très courant. C'est un racket très courant, moi je dirais. Je lis le texte dans son intégralité. Remontons le temps jusqu'à une scène issue de l'enfance de cette mère. Son père est fâché parce que, très absorbée par son jeu, elle ne veut pas aller dormir. Quand il lui exprime sa colère, elle se met à sangloter. Plein de remords, papa la prend dans ses bras et la caresse. Puis il lui donne un verre de jus et la berce jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Toute jeune, la mère de Daniel a donc découvert que la tristesse était acceptable et qu'elle lui donnait du pouvoir. La colère s'avérait inefficace dans sa famille. Maintenant, face à Daniel, qui vient de lui crier qu'il la déteste, elle pleure et lui déclare qu'un jour, peut-être, elle ne sera plus à la maison quand il aura besoin d'elle. Elle va même jusqu'à lui affirmer qu'elle pourrait s'en aller et mourir. Le pauvre petit Daniel est foudroyé. Envahi par une terrifiante angoisse à l'idée d'être séparé de sa mère ou abandonné, se sentant terriblement coupable, il se précipite vers elle. Il n'a plus du tout conscience d'éprouver de la colère. Sa colère s'est convertie en culpabilité. Il arrive parfois que des parents se fâchent alors que leurs enfants expriment de la colère.
de la peur ou de la tristesse. Dans ces cas, les émotions de l'enfant risquent d'être soit contaminées par la honte, soit converties en peur, voire en terreur. Et là, il va parler de sa vie à lui. En ce qui me concerne, mes sentiments de colère ont été complètement dominés par la peur durant une grande partie de ma vie. Dès que je ressentais de la colère, celle-ci était en général immédiatement convertie en peur panique. Même quand je parvenais à l'exprimer, ma voix s'étranglait, mes lèvres et mes jambes tremblaient. Eric Berne, le créateur de l'analyse transactionnelle, a appelé ce sentiment le processus de conversion. En fait, c'est la formation d'un racket. Même en français, ils utilisent toujours le mot anglais. Si vous êtes intéressé par ces propos, oui, ça vient de l'analyse transactionnelle. On se livre au racket émotionnel quand on utilise un sentiment permis par la famille à la place d'un autre, considéré comme inacceptable ou honteux. Ça vaut une petite gorgée de café. Donc, on a déjà parlé de la conversion d'une émotion, d'un conflit émotionnel en un symptôme, entre guillemets. Mais ici, on voit que une émotion peut simplement être convertie en une autre. Et là, il faut observer nos schémas de jeunesse et observer qu'est-ce qu'on obtient par cette stratégie. Là, je ne dis pas que c'est le cas de cette personne. On va partir de ce cas pour faire l'exemple et là, on va spéculer. Donc, si à chaque fois qu'il y a un conflit, je me mets à pleurer, qu'est-ce que ça pourrait accomplir? Souvent, les conflits engendrent de la colère en nous. Et là, soit on n'est pas confortable avec la colère ou on s'est fait dire ce n'est pas une émotion acceptable dans notre famille. La colère monte, on ne sait pas quoi faire, on pleure. Qu'est-ce que ça fait? Ça met fin au conflit. On est en train de s'ostiner. Peut-être même que le ton monte. On commence à s'engueuler. Oh, la personne pleure. Oh, c'est bien avec toi. Dès qu'il y a un conflit, tu m'as pleuré. Bon, arrête. Arrête de pleurer. Non seulement ça met fin au conflit, mais en plus, on se fait consoler. Donc, je ne dis pas que ça s'applique à cette personne, mais c'est ce genre d'exploration qu'il faut faire lorsqu'on regarde nos stratégies. Pourquoi on convertirait la colère en tristesse, par exemple? Qu'est-ce que ce script accomplit pour moi? Ça s'appelle un sentiment parasite. Si ça vous intéresse, je vais inclure une vidéo dans les notes de description où quelqu'un parle de ce phénomène. Il utilise des clichés. Des fois, les clichés nous enferment, mais des fois, certains clichés sont là pour une raison, parce qu'on est élevé de façon stéréotypée, justement. Il nous montre l'exemple d'une petite fille qui, lorsqu'elle s'énerve, qu'elle est en colère, on dit « Non, ce n'est pas beau, une petite fille en colère. » Et là, elle se met à pleurer. « Ah oui, arrête de pleurer. » Là, on la console. Elle apprend que s'énerver, la colère, c'est inacceptable. Mais si elle pleure, c'est acceptable et elle va se faire consoler. Et il nous montre un petit garçon où c'est le contraire. Il vient pleurer, chialer à son père. Oh, les autres enfants sur le terrain de jeu me rejettent. Oh, il dit, sois pas aussi faible, t'es pas un bébé, tu ne devrais pas pleurer. T'as-tu déjà vu ton père pleurer dans la maison? Non, je ne pleure pas. Les hommes ne pleurent pas. Et là, le petit garçon se fâche. Il dit, oui, c'est ça, fâche-toi. Montre-leur de quel bois tu te chauffes. Donc, c'est un peu cliché, la petite fille où la colère n'est pas acceptée, va la convertir en tristesse. Le petit garçon où la tristesse n'est pas acceptée va la convertir en colère. Mais c'est des bons exemples. La réalité est infiniment plus complexe, mais malheureusement, on est encore élevé avec des stéréotypes du genre. Donc, explorer tout ceci, la conversion d'une émotion inacceptable socialement en une autre émotion. Parce que dans le reconditionnement des symptômes neuroplastiques, il nous dit toujours « sentez vos émotions ». Moi, je fais de la thérapie de groupe et ce que je remarque de plus en plus, c'est que les gens ne savent pas comment ils se sentent.
Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que le sentiment parasite est tout à fait authentique. Ce n'est pas un jeu où la personne simule. La personne va se dire « Ah, si je fais semblant de pleurer, ça va mettre fin au conflit et je vais me faire consoler. » La personne ressent le sentiment parasite comme tout à fait authentique. Et ça la bloque d'entrer avec la vraie émotion sous-jacente, la colère. Moi, c'est ce que je remarque de plus en plus dans les autres et en moi. J'ai beaucoup de difficultés à identifier comment je me sens. Ça a créé d'énormes problèmes dans ma vie qui ont commencé par la conversion d'émotions, mais qui sont allés vers la conversion dans des symptômes beaucoup plus graves. Donc, poursuivons la lecture du livre vers la conversion somatique. Alors là, on est dans un autre niveau. Troisième type de conversion est en jeu lorsque l'on somatise ses besoins et ses émotions, les transformant parfois en maladies physiques. Et là, il ne va pas parler de symptômes neuroplastiques. On va voir. Quand on est malade, quelqu'un s'occupe généralement de nous. Dans cet état, on peut légitimement se laisser envahir par la douleur. La conversion est particulièrement fréquente dans les systèmes familiaux où la personne malade reçoit beaucoup d'attention et se voit même récompensée. Enfant, j'étais asthmatique. Moi aussi. Donc, c'est très intéressant ici. Lorsque certains jours, je ne voulais pas aller à l'école, je provoquais une crise d'asthme. J'ai utilisé cette stratégie très fréquemment. L'asthme m'a permis de ne pas aller à l'école fréquemment ou, même si j'étais à l'école, de ne pas faire une présentation orale. Crise d'asthme, oh, pauvre Simon, va voir l'infirmière, va au bureau de l'infirmière, pas besoin de faire ta présentation orale. C'est comme le sentiment parasite. Je ne faisais pas semblant. C'était de la vraie asthme. J'avais de la difficulté à respirer. Il fallait que je prenne ma pompe. Explorer les mécanismes sous-jacents. Enfant, j'étais asthmatique. Lorsque certains jours, je ne voulais pas aller à l'école, je provoquais une crise d'asthme. J'avais appris très tôt qu'un malade recevait beaucoup de sympathie dans mon système familial. La recherche de l'attention d'autrui par le biais de la maladie est un phénomène très répandu. Quand on a envie de s'absenter du travail, ne déclare-t-on pas que l'on est mal en point? La maladie est décidément très efficace. La conversion des émotions en une maladie est à la base des troubles psychosomatiques. Dans la famille de Max, par exemple, il y avait plusieurs générations d'hypocondriaques. Son arrière-grand-mère maternelle avait été clouée au lit par intermittence durant des années. Sa grand-mère maternelle était en quelque sorte restée alitée pendant 45 ans et sa mère Félicia avait continuellement souffert d'ulcères, de colites et d'arthrite. Quant à Max, la maladie était une de ses principales obsessions. Et là, il va y aller de spéculations personnelles avec lesquelles je suis d'accord à différents degrés, mais je vais le lire quand même. Personnellement, je crois qu'en règle générale, les familles ne convertissent pas leurs émotions et leurs besoins en maladies physiques réelles, à moins que des facteurs héréditaires ne les prédisposent à souffrir de certains troubles tels que l'asthme, l'arthrite ou ceux liés à la fragilité d'un organe particulier. Cependant, si à la prédisposition génétique s'ajoute l'exemple que donnent les parents et les importantes récompenses que le sujet reçoit quand il est malade, la conversion des émotions et des besoins en affection somatique n'est rien de moins que garantie. Intéressant. C'était un extrait de S'affranchir de la honte de John Bradshaw. Un livre que je trouve absolument fascinant. Donc, réfléchissez à tout ça, réfléchissez au phénomène de la conversion. Pas seulement la conversion des émotions en symptômes, entre guillemets, mais la conversion d'émotions en d'autres émotions. Quelles sont ces stratégies? À quoi ça me sert? Ça, c'est très difficile à explorer pour les gens. Pour ça, souvent, on aime mieux le message. C'est une erreur du cerveau, comme ça, on n'a pas besoin de creuser plus profondément.
Et ça, je vais vraiment mettre beaucoup d'emphase là-dessus, ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je vais explorer mon propre cas. Peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être pas. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, j'ai remarqué ce mécanisme qui vient d'être décrit dans la conversion somatique. Très tôt, je l'ai remarqué. La maladie, entre guillemets, était une bonne excuse pour me sortir de mes obligations sociales. Lorsque j'ai entendu le mot fibromyalgie pour la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne crois pas avoir déjà entendu ce terme, fibromyalgie. Je suis allé sur un certain moteur de recherche, voir ce que c'était. Fibromyalgie, j'entendais ce mot de plus en plus. Intéressant, je ne connaissais pas ça. J'ai commencé à l'employer, à m'étiqueter. Je me suis mis l'étiquette sur le front. Fibromyalgie. C'est ça que j'ai. Les docteurs, c'est tout à fait acceptable pour eux. C'est eux qui m'ont mis l'étiquette sur le front. Ah, c'est ça ton problème. Tu as la fibromyalgie. Ce n'est pas que tu as une espèce de détresse, de mal-être profond, existentiel. Non, tu as la fibromyalgie. Donc, j'ai totalement accepté leur étiquette pendant une certaine période. J'en parlais à un de mes anciens patrons qui m'a appelé. Je lui ai dit, ah, maintenant, ah oui, moi, je souffre de fibromyalgie. Et il m'a dit, ah, comme Hans. Qu'est-ce que tu veux dire comme Hans? Eh oui, rappelle-toi, on travaillait avec Hans. Il avait de la fibromyalgie. À chaque fois qu'il avait un pic, c'était en anglais, il appelait ça un flare, il ne venait pas travailler. Et on se disait, ces flares arrivent souvent au bon moment, hein, quand ça ne lui tente pas de travailler. On se disait ça de façon tout à fait cynique. Et là, ça m'est revenu. C'est oui, Hans. On travaillait avec lui. Il avait la fibromyalgie. Et des fois, il ne venait pas parce qu'il y avait un flare. Ça m'est revenu. Et là, j'ai commencé à creuser encore plus. Et un peu avant, je fréquentais quelqu'un d'autre qui savait comment frauder l'État, disons. C'était un criminel qui avait fait de la prison. Et il connaissait toutes les, comme on dit en bon québécois, les crosses pour fourrer le système. Et il m'expliquait les meilleurs symptômes pour être déclaré invalide. Il me disait, les deux meilleurs symptômes, c'est les acouphènes et la fibromyalgie. Il n'y a pas de façon pour le docteur de vérifier que ce n'est pas vrai. Si tu vas voir un docteur et que tu dis « Ah, j'ai des sons dans mes oreilles tellement forts que je ne suis pas capable de me concentrer », il n'y a aucune manière pour eux de prouver que ce n'est pas vrai. C'est tout à fait subjectif. Il me dit c'est la même chose pour la fibromyalgie. Tu vas voir un docteur, tu dis « J'ai mal partout, je suis toujours fatigué ». Il n'y a pas de façon pour eux de dire que c'est faux. Donc, c'est peut-être pour ça que les symptômes se sont réfugiés principalement dans la fatigue, la douleur, parce qu'on ne peut pas prouver que ce n'est pas vrai, tandis que lorsque, au 19e siècle, les jeunes femmes principalement avaient des crises d'hystérie, des fois, on pouvait prouver par certains processus que ce n'était pas organique, parce que les symptômes étaient inconstants, justement. Donc, c'est intéressant tout ça. Ça m'a pris du temps creuser et me rappeler cette interaction avec ce monsieur qui m'avait expliqué tout ça. Et je vais le répéter, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais moi, j'en suis arrivé à un point dans ma vie où j'en avais vraiment marre du travail. Vraiment, là, j'en avais ras-le-bol. Ras-le-bol! Mon subconscient n'a-t-il pas puisé justement dans ces vieilles informations? Ah, acouphène. Ah, fibromyalgie. Ah, le docteur ne peut pas prouver que ce n'est pas vrai. Et tout comme John Bradshaw nous l'explique avec l'asthme, moi, ça a été comme ça dans mon système familial, mon système scolaire. Si j'étais malade, j'avais plus besoin de faire la présentation orale, de rester au lit avec une bonne soupe chaude.
Et ça, c'est très difficile à explorer. Mais là, ça fait plus de 300 vidéos que je fais, donc j'essaie d'aller au-delà de l'erreur du cerveau. Là, on est carrément dans les gains secondaires. Et c'est très difficile à explorer tout ça. Mais la conversion des émotions ne donne pas nécessairement des gains secondaires. Même que souvent, c'est ça, ça va entraîner des conséquences dans notre vie. 40 minutes. Donc, c'est ça que je voulais explorer dans cette vidéo principalement, avec des exemples un peu étroits, mais qui, je l'espère, peuvent vous servir de tremplin pour une exploration plus profonde. Pardon. Vous voyez, ça, c'est un rot, c'est pas acceptable socialement. Oh, il faut que je m'excuse. Pardon. Intéressant. On n'est pas acceptable. Excusez-moi, je me sens coupable. Et ça, ce n'est pas seulement quand on est en société. Hein. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui a pété, c'est une flatulence, et cette personne ne savait pas que j'étais là. Cette personne croyait qu'elle était complètement seule. Elle a eu un pet. Elle a fait « Oh mon Dieu, excusez-moi. Ah! » Il n'y avait personne d'autre là. Cette personne ne savait pas que j'étais là. Et s'est excusée à qui, je ne sais pas. Donc tout ça, c'est du conditionnement profond. Hein? Et c'est même quand il n'y a personne, on s'excuse. Parce que c'est pas acceptable de l'air qui passe comme ça par la bouche ou par d'autres orifices. Réfléchissez à ce terme. Acceptable socialement. Je le remarque de plus en plus en moi. Je le remarque lorsque je fais de la thérapie de groupe. Une session très intense, jeudi, où des fois il ne se passe pas grand-chose. Là. Tout le monde avait des grandes crises dans leur vie. Il y en avait un qui disait « Ah, je ne veux plus venir au groupe parce que je réalise que je ne veux pas m'améliorer. » En ce moment, c'est comme ça. Il se croisait les bras. Je suis tanné d'essayer de m'améliorer. C'est là que j'en suis. Donc, pourquoi venir au groupe? Et on lui expliquait que même s'il ne va pas bien, même s'il n'a pas le goût de s'améliorer, il peut continuer de venir. C'est correct. C'est un espace où on peut être nous-mêmes. Si on est chroniquement négatif, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de jugement. On ne va pas sombrer dans la positivité toxique. Allez, améliore-toi, ça va aller mieux. Donc, c'était intéressant. Il se sentait comme un trou noir. Il avait peur d'attirer le groupe vers le bas. Et le thérapeute a demandé à chacun de donner son opinion. Il disait, est-ce que vous sentez qu'il tire le groupe vers le bas? Et moi, je disais, non, c'est ça. C'est un endroit ici où tu peux être comme tu es. C'est pas grave. Ou si même tu t'entraînes vers le bas, c'est pas grave. On est capable de contenir ça. Et là, il y en a un autre qui était en pleine crise. Et il s'est mis à pleurer, justement. Et là, 2 personnes ont sauté sur, comment dire en mot français, la boîte de Kleenex, la boîte de mouchoirs. Et là, le thérapeute a dit stop, je veux vraiment porter votre attention sur ce que vous venez de faire. Dès que quelqu'un pleure, exprime de la détresse, tout de suite, allez chercher le mouchoir, le Kleenex. Ah, essuie toutes ces sécrétions inconfortables. Je ne suis pas confortable avec ta tristesse, avec ta détresse. Explorez ça en vous. Le fait que vous voulez tout de suite aller vers la boîte de Kleenex. Si on n'est pas confortable socialement avec certaines émotions, avec quelqu'un qui ne veut pas s'améliorer, quelqu'un qui pleure, qui est en grande peine. Et là, phénomène absolument fascinant, quelqu'un d'autre, lui, il disait, ben moi, j'ai eu une très bonne semaine. Et là, je me sens
me sens un peu coupable de parler d'à quel point ma semaine a été fantastique. Donc là, on est vraiment à l'autre extrême du spectre. Culpabilité de se sentir bien parce que d'autres se sentent mal. Et donc, c'est vraiment ça, pour moi, un des aspects fantastiques d'un groupe de thérapie, de la thérapie. C'est un endroit où on peut être avec ce qui est. Quelqu'un qui se sent dans un trou noir, qui ne veut pas s'améliorer, c'est correct. Quelqu'un qui va bien, qui a une semaine fantastique, c'est correct. J'ai presque envie de dire, pas besoin de se sentir coupable. Ah, il se sent coupable. OK, on peut explorer ça. C'est correct, se sentir coupable. Tout est acceptable. On est ouvert totalement à l'expérience. J'espère que vous voyez le lien que j'essaie de faire entre le message de la vidéo et des exemples de cette thérapie de groupe. Pour finir, je vais parler de sentir pivoter. Donc, cette personne avec le syndrome de la bouche brûlante, qui m'a interpellé parce qu'elle voulait travailler sur la honte, elle me disait, de plus en plus, je suis capable d'aller dans ce mode. C'est-à-dire ouverture avec mes émotions, ouverture avec mes sensations, mais j'ai beaucoup de difficultés à pivoter. Et moi, ça, j'ai de la difficulté avec ça. J'ai eu de la difficulté avec ça durant mon processus. Et maintenant que je parle aux gens, j'ai les mêmes difficultés. C'est l'équilibre entre ce que j'appelle le thérapeute et le coach. Le thérapeute, c'est celui justement qui vous apprend à être avec ce qui est. Sentir. Quelqu'un sent qu'il est un trou noir, sans fond, il ne va pas s'améliorer. C'est correct, on reste avec ça. Quelqu'un est en détresse, veut pleurer, c'est correct. Pas besoin de consoler. Pas besoin tout de suite d'offrir un Kleenex. Pas besoin de vouloir offrir des solutions. On va toujours en mode solution. Ah, tu pensais à ci? As-tu essayé ça? C'est un espace pour ne pas offrir de solution, ne pas consoler nécessairement, juste être avec ce qui est. Et là, elle me disait, ça, j'ai de plus en plus de facilité avec cet aspect-là, mais j'ai de la difficulté avec l'aspect pivot. Et ça, justement, c'est le coach. C'est lui qui va vous dire, oui, c'est bien d'être avec certains états, mais en même temps, on ne veut pas constamment baigner dans la colère, constamment baigner dans la tristesse. C'est supposé passer justement à travers nous. Donc, si on est tout le temps dans la même émotion, c'est probablement un sentiment parasite. Les vraies émotions, elles, circulent librement. Elles viennent, elles montent, elles baissent, elles s'en vont. Si on est toujours dans la tristesse, si on est toujours dans la colère, c'est probablement un sentiment parasite qui cache d'autres émotions inacceptables socialement. Même chose pour les symptômes. Si on a des symptômes chroniques, comme une émotion chronique, c'est quelque chose qui cache d'autres émotions en dessous. Et donc, moi, durant mon processus, ça a été l'équilibre le plus difficile à établir. Ça. Sentir, pivoter. Le thérapeute, le coach. Être avec ce qui est. Et là, quand ça fait assez longtemps, ne pas baigner là-dedans toute la journée. Et là, apprendre à pivoter. Et moi, mon thérapeute, il avait tendance à trop accepter les choses comme elles étaient. Justement, il n'a jamais pivoté. Et mon coach avait tendance, des fois, à aller dans la positivité toxique, justement. Hein, dès que quelqu'un est triste, dès que quelqu'un est en colère, c'est comme « Ah, allez, sors de cet état négatif, entre guillemets, et créons un état positif. » Et ça a été l'équilibre, la balance la plus difficile à établir. À quel point je dois rester avec les choses, ressentir sans juger, et là, à quel point je dois pivoter. Cette personne me disait qu'elle avait beaucoup de difficultés avec le pivot, et d'ailleurs qu'elle sentait qu'elle ne le méritait pas. Et là, on est carrément dans la honte. Ah, je suis brisé, je ne suis pas assez bien, je ne le mérite pas.
Et ce livre de John Bradshaw est une bonne piste pour ça. Mais il y en a tant d'autres. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. J'espère que ça a fait du sens. Pour moi, tout était connecté. Réfléchissez, mais surtout sentez. Si ça fait du sens pour vous, ce phénomène de conversion. Oui, conversion des symptômes, mais conversion des émotions aussi. Toujours réfléchir au concept de acceptable socialement. Est-ce que certaines de mes émotions n'ont pas été acceptables et donc je les ai remplacées par d'autres émotions? Est-ce que j'ai créé des sortes de symptômes acceptables socialement pour exprimer une détresse, un mal-être plus profond? Même si votre cas ne ressemble pas au mien, ce n'est pas parce que vous ne vouliez pas travailler, vous ne vouliez plus aller à l'école. Je ne veux pas aller à l'école. Je ne veux pas faire la présentation orale. Peu importe, remarquez comment souvent c'est une stratégie. Différentes stratégies pour différents buts. Peut-être que vous n'aviez pas le même but que moi, mais remarquez comment toutes ces choses-là peuvent être des stratégies. On a fini un petit peu avec du lourd et donc on va retourner vers la légèreté. On a été dans des choses difficiles. Comme je le disais au début, il faut célébrer ces victoires. Toutes ces prises de conscience-là aussi sont des victoires. Plus on réalise de choses comme ça, c'est une série de petites victoires qui s'accumulent. Je deviens de plus en plus conscient de moi-même. Parce que ces mécanismes-là sont subconscients, mais il faut les amener de plus en plus à la lumière de la conscience et réaliser ce qu'on est en train de faire. Comme ça, on va se servir de diversion de moins en moins. Aller au dentiste, aller au denturologue constamment. Ça, souvent, c'est pour ne pas sentir l'anxiété. Focuser sur votre dent, sur vos dents, votre bouche, au lieu de focuser sur l'anxiété. Et l'anxiété elle-même est une couverture pour ne pas sentir d'autres choses. Et donc, on va là-dedans. Plus en plus, demandez-vous, mes symptômes sont une conversion de quoi? D'émotions. Mais allez plus loin, dites-vous, est-ce que toutes les émotions que je ressens sont authentiques? Est-ce que certaines sont des sentiments parasites? Certaines émotions ne sont-elles pas des conversions de quelque chose d'autre? De quoi? Si vous êtes un petit garçon, peut-être de la tristesse. On se dit que vous ne deviez pas ressentir. Si vous êtes une petite fille, peut-être de la colère. Mais pas nécessairement. C'est un peu stéréotypé. Donc, je vous invite à regarder la vidéo dans les notes de description. Avoir ça comme un modèle de base qui est un tremplin pour des explorations plus profondes. La société est infiniment complexe. Ça va au-delà de ces rôles stéréotypés. Mais c'est une bonne base pour explorer la conversion des émotions.